Ryan, hello. Bonjour Ryan. Bonjour. On va attendre quelques instants le temps que le camarade arrive. Je pense que vous étiez en TD, non? Non, vous êtes le premier TD. Bon, on va attendre un petit peu. Installe mon matos.
Bon, rebonjour Ryan. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, je vais commencer à avoir un peu de monde. Alors, ce que je vais commencer par faire avec vous, je ne sais pas si vous vous rappelez l'avant-dernière séance, j'ai donné une sorte de... Rappelez-vous ce que j'ai dessiné au tableau la dernière fois, quand tu étais en présentiel? C'était euh, un peu une description d'un sommaire de ce qu'on trouve dans tous les livres d'économie internationale. Vous me dites si vous m'entendez bien, hein. Si vous n'entendez pas très bien, vous me faites un signe, mais pas avec les chats, uniquement par voix, uniquement en live. Et donc, si vous voulez, excusez-moi, donc j'ai montré. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce que j'ai dessiné au tableau, ce sorte de sommaire de ce qu'on trouve dans la littérature en économie internationale? Qui s'en rappelle? Qui s'en rappelle pas du tout? Est-ce que c'est quand vous avez écrit qu'il y avait Quatre grands quatre modèles. circulations, liberté de circulation, Ça, c'était dedans. Je ne dis pas que c'était un détail, mais c'était à ce moment-là. Mais tu as peut-être retenu que ce détail-là. Mais c'était dedans, effectivement. C'était ce jour-là. Tu te rappelles, ces quatre libertés de circulation de l'Union européenne? oui, oui. Voilà. Mais c'était un détail dans ce que j'ai expliqué, n'est-ce pas? C'était un détail. C'est-à-dire que euh, j'ai parlé de beaucoup plus que ça. J'essaie de mettre ma tablette en marche. Euh, qui se rappelle de plus encore que ça? Qui se rappelle d'autre chose? Est-ce que vous voyez ce que j'écris quand je gribouille comme ça? Vous voyez ce que j'écris? Vous voyez que j'ai un tableau blanc sur lequel j'écris? Oui, monsieur, on voit, on voit. Très, très bien. Merci de me répondre comme ça de vive voix parce que je suis pas bon dans les chats. Ça me demande de faire une manip et vous me répondez avec la voix, ça va plus vite. Donc, si vous voulez, c'est vrai que ce qui vient de me rappeler ici, la question de liberté de circulation, ce n'était qu'un détail, mais ce que je voulais que vous reteniez ce jour-là, c'était qu'il il y avait voilà, l'armature ou l'architecture de ce qu'un étudiant doit connaître en économie internationale sans détail, n'est-ce pas? Que vous partiez, que vous quittez la fac cette année pour aller dans une école, que vous la quittiez l'année prochaine en troisième année pour aller faire autre chose. Il y a un socle de l'économie que vous devez connaître, vous devez montrer dans un entretien oral ou même dans un petit, on vous donne à remplir 2 pages pour montrer ce que vous retenez, ce que vous avez compris. C'est pas des choses où on demande à un étudiant de résoudre un exercice ou de rappeler une définition, non, mais d'avoir une culture générale.
Et ce que j'ai rappelé la dernière fois au tableau, c'était qu'est-ce que l'on attend d'un niveau de culture générale d'un étudiant à la fin de son cursus sur l'économie internationale, que ce soit en deuxième année ou en troisième année. Et j'ai dit qu'il y avait en économie internationale, voilà, en éco-inter. Là, je suis en train de répéter, là. Euh, et dites-moi si vous retrouvez un peu ce que je vous demande de me rappeler. En éco-inter, il y a une école classique. J'utilise mes notations, hein, celles que vous allez avoir dans les examens. Mes notations, quand je dis classique, c'est ça, c'est elle. Dans les classiques, il y a essentiellement Ricardo, mais il y a avant lui Adam Smith, n'est-ce pas? Il est connu par une théorie, et puis il y a David Ricardo, qui est connu par une autre théorie. Ça, c'est les classiques. Après, il y a eu les néoclassiques. Après ces deux-là, j'ai rappelé un modèle qui tous les étudiants doivent connaître, qu'il soit un modèle juste, faux ou critiquable, mais c'est la culture générale. Un étudiant doit le connaître. Et quand je dis doit le connaître, il n'attend pas de lui qu'il fasse un cours de 3 heures dessus ou rappeler tout, mais rappeler l'essentiel, l'essentiel. Je vais rappeler encore une fois en cours de route ce que c'est cet essentiel. Mais ça, c'est ce que j'appelle la culture générale. Après les néoclassiques, donc, euh, vous avez ça, ce que j'ai appelé ce jour-là, j'ai appelé ça des théories générales de l'économie internationale. Ce sont des théories générales qui ont la prétention de tout expliquer. Est-ce qu'avec mes explications là que je viens de faire, est-ce que ça vous remonte des choses à votre mémoire, ce que je viens de dire là? Est-ce que ça vous rappelle ce que j'ai fait il y a 2 semaines au tableau? Oui. Oui, oui, les néoclassiques, c'était Et euh, Caroline. Roland et Olin, on dit oui, Olin ou Pauline. Olin. C'est pas un drame hein, si tu dis Olin. Et Caroline, n'est-ce pas? Oui, On appelle ça le modèle HOS, modèle Caroline Samuelson. Je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur parce qu'on ne l'a pas fait encore. Mais simplement, voilà ce que l'on est censé faire. Vous comprenez? Donc, je vous ai parachuté ça un peu sur la gueule comme ça. C'est pas facile de le retenir. Mais si vous avez pris des notes, c'est à partir de là que je vais partir, à partir de ce schéma d'ensemble pour savoir où est-ce qu'on va dans cette semestre, vous voyez. Alors, le classique, c'est Adam Smith et sa théorie s'appelle la théorie des avantages absolus. Ça, c'est dans mes notations à moi, qui sont mes notations personnelles. Et le modèle de Ricardo, c'est la théorie des avantages comparatifs, n'est-ce pas? Ce modèle-là, moi, je le note dans mes notations parce qu'on va le travailler beaucoup à partir de quelques minutes, là, un modèle que j'appelle le modèle des avantages comparatifs de Ricardo. Il s'appelle, dans mes notations toujours personnelles, s'appelle le modèle Macric et il porte sur 2 pays, 2 biens et un seul facteur. Je le note, Macric 2, 2, 1. Ce modèle-là, on va le travailler profondément parce qu'il est, je ne sais pas si vous vous rappelez pourquoi j'ai dit qu'il est absolument à maîtriser. Et à côté, vous avez le modèle néoclassique, le modèle HOS, qui est un modèle de 2, 2. 2 pays, 2 biens, 2 facteurs. Ça, c'est le deux modèles que tout un étudiant doit maîtriser. S'il connaît ça, ça veut dire, s'il sait ce que ça veut dire ces modèles, qu'est-ce qu'ils proposent, quelles sont leurs conclusions, quelles sont leurs hypothèses,
quelles sont leurs limites. Ce que je viens de dire là, sur chacun de ces points, c'est une ou deux phrases. C'est-à-dire, vous retenez en tout une dizaine de phrases qui feront partie de votre bagage culturel tout le temps. C'est-à-dire, définition de ces modèles, les hypothèses de ce modèle, quelles sont les conclusions de ce modèle, quelles sont les limites de ce modèle et pourquoi ils sont si importants, surtout en politique. Ça fait ce que j'appelle la culture générale d'un étudiant, même en thèse de doctorat, généralement, il ne dépasse pas, il ne va pas plus haut que ça, comprenez? Et ça, c'est ce qu'on appelle les théories générales, deux modèles extrêmement importants qu'on doit maîtriser. Si on a le temps, dans un cours, si le prof a le temps, si les étudiants vont assez vite, si le prof ne tombe pas malade comme moi, eh bien, on peut aborder des théories partielles, n'est-ce pas? Ce sont des thèmes ou des théories partielles. Parmi ces théories partielles, il y a, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai appelé théorie partielle. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il a retenu? C'est la nouvelle théorie du commerce international. Bravo. Qui est-ce qui parle là? C'est moi. C'est qui toi? Euh, c'est Akissi? non, C'est- c'est Vanilla. Parce que Je crois que mon nom n'est pas affiché sur. ouais, tu C'est te juste caches. marqué Tu te iPhone. caches. Ouais, moi je vais t'appeler iPhone. Ok. Et comment tu t'appelles en fait? Vanilla. Vanilla. Ah, ça y est, je me rappelle Vanilla. Ah oui, oui, Vanilla, je la connais. Oui, oui, ça y est. Ça y est, je me rappelle. C'est une très bonne remarque, Vanilla. Ah, maintenant, je me rappelle de toi. Il n'y a pas la photo, il y a iPhone. Bon, c'est bien. Vanilla iPhone, très bien. Donc, rappelle-moi ce que tu viens de dire là. Tu viens de dire que rappelle un peu ce que tu viens de dire. Je viens de dire que après Les théories générales. la théorie traditionnelle du commerce international, Très qui sont bien. des théories générales qui expliquent tout. Il y a Et aussi, qui ont l'intention d'expliquer tout. Bon, on va voir oui, si vraiment ils expliquent, mais ils ont l'intention. mm, mm. Et il y a Voilà. aussi à côté les théories partielles Oui. nommées NTIC, Nouvelle théorie du commerce international. Ah, tu reprends exactement mes notations. Nouvelle théorie de commerce international, je te remercie. Elle traite plutôt de quelques thèmes particuliers, n'est-ce pas? Elle n'a pas l'intention de donner une explication Oui, générale. hein, Voilà, si tu hein. retiens C'est, ça, oui, pas voilà. de concurrence pure et parfaite et pas d'équilibre. Par exemple, je te remercie. Continue, continue, fais le cours à ma place. Ben oui, c'est bien, c'est bien. Oui, alors, par exemple, si on dit que, parce que toutes les théories générales, elles partent de, comme toujours en économie, de concurrence pure et parfaite. D'accord? Et si on admet que dans certains domaines de l'économie, la concurrence pure et parfaite n'est pas possible, elle n'existe pas. On va voir pourquoi et comment. Et alors, on dit qu'on est en situation de concurrence imparfaite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces théories générales continuent à tourner et continuent à expliquer? On s'aperçoit que non. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des économistes qui ont proposé des théories en, par exemple, concurrence monopolistique, n'est-ce pas? Ça, c'est la concurrence monopolistique, et qui donne, voilà, un modèle de concurrence monopolistique en commerce international. D'accord? Ça, c'est un exemple. D'accord? Un exemple de théorie nouvelle du commerce international. Ça veut dire qu'elles vont expliquer un phénomène de commerce que ces deux théories précédentes générales n'arrivent pas à expliquer. On est d'accord? Répondez-moi à vive voix. Oui. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça.
Écoutez, est-ce que j'ai donné d'autres exemples de théories qui ne sont pas générales, des nouvelles théories du commerce international? Un Euh, autre thème, un autre sujet qu'elle traite, mais c'est des sujets partiels, comme la concurrence qui n'est pas parfaite. Parce que bah, par exemple, les firmes multinationales. Vous vous rappelez de ça? oui, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que j'ai parlé d'autre chose. Bon, on a dit que l'État intervenait au niveau des tarifs. très bien. Les politiques commerciales, voilà, on va dire les politiques commerciales. Les politiques commerciales. Dans mes notations, je les appelle comme ça. Parce qu'après tout, c'est quoi une politique commerciale? C'est un État qui décide d'imposer des droits de douane, n'est-ce pas? Par exemple, les droits de douane. Il n'y a pas que les droits de douane. Alors, comment est-ce que le commerce international et ses conclusions des théories précédentes générales, là, est-ce qu'il continue à tourner, n'est-ce pas? Les politiques commerciales, il y a quoi? Il y a les droits de douane, ça c'est dans mes notations. Il y a les subventions. Il y a les ACP et les ACR, Ah, mais qui parle là? C'est qui parle? ici. C'est Akissi. Merci, vous êtes en forme, les enfants, ce matin, n'est-ce pas? Les ACP et les Les ACR. ACR. ACR, d'accord? Les accords commerciaux préférentiels et les accords commerciaux régionaux, n'est-ce pas? Bon, ce sont des choses qui sortent du cadre de concurrence pure et parfaite. Pourquoi? Parce que si un pays accorde des subventions à certains de ses produits, on ne peut plus appliquer ces modèles Macric et HOS parce qu'on n'est plus en concurrence. Si un pays applique des droits de douane un peu, voilà, on sort du cadre classique, traditionnel, n'est-ce pas? Donc, les théories générales, ce sont des théories, comment je l'ai appelé, moi, des théories traditionnelles du commerce international. Et ça, c'est les nouvelles théories du commerce international. Excusez-moi, il faut que j'aille tousser. Donc, je reviens. Voilà, si vous voulez, je ne vais pas répéter tout ce qu'on a fait la dernière fois, n'est-ce pas? Vous m'entendez toujours? Non? Nous Vous vous m'entendez? entendons, monsieur. Ok. Merci Thomas.
Ouais, donc voilà, je ne vais pas répéter tout ça, mais j'insiste sur ces questions-là qui ne font pas partie. Et c'est ça que j'appelle une culture générale, c'est-à-dire en fonction de vos études plus tard, si on ne fait pas tout ça, on fait uniquement une partie, vous devez comprendre que quand vous ouvrez un livre d'économie internationale, voilà ce que l'on trouve. Bien sûr, j'ai complété qu'on a ici tout ça, c'est des théories, vous vous rappelez, je les ai appelées orthodoxes, n'est-ce pas? D'accord? Les théories orthodoxes. Et puis, vous avez des théories hétérodoxes dans lesquelles on trouve le marxisme et d'autres auteurs. D'accord? Si vous voulez, maintenant, si vous avez compris un peu euh, tout ça, en gros, si vous voulez, euh, le modèle de Krugman, ça c'est considéré comme, voilà, si on connaît ces trois modèles-là, c'est un peu les deux premiers et puis le troisième, celui-là, c'est un plus si vous voulez. Si vous connaissez ces trois-là, vous êtes quelqu'un, si votre formation demande une base en économie internationale, cette base-là est largement suffisante. Elle vous permet d'être pris dans une formation, etc. Voilà. Donc j'ai dit que ça, c'est l'économie internationale, si vous voulez, standard ou euh, orthodoxe, si vous voulez. C'est ça que vous êtes censé savoir. Et que moi, je vous ai dit que je vais faire ça en TD. En TD. Et que vous avez bien remarqué que en CM, en cours, je fais quelque chose qui précède ces théories d'économie internationale. Une chose que j'ai appelée les relations internationales, dans lesquelles qui contiennent, si vous voulez, les, qui contiennent les relations économiques internationales, qui elles aussi contiennent l'économie internationale. Voilà, si vous voulez, mon plan de travail. Donc, l'économie internationale, celle qui est là, elle est contenue dans les relations internationales qui ne sont pas que économiques, sont aussi politiques et stratégiques. Et puis, vous avez les relations économiques internationales qui sont comprises dans les relations internationales en général. Voilà, si vous voulez. Maintenant, je vais passer à autre chose. Euh, je vais passer à autre chose, c'est-à-dire commencer à travailler sur le TD proprement dit. On va dire le TD1 pour nous, c'est euh, alors le premier TD, c'est une présentation de, du modèle macrique de 1. Vous suivez là? Vous me suivez toujours sur le tableau que j'écris? Vous arrivez à lire ce que j'ai écrit? Oui, on voit, monsieur. Merci, Ismaël.
Donc, sur ce, on va dire votre premier TD, c'est ça. Voilà. Comment se présente? Alors, je vais prendre encore un autre partage. Un autre partage. Un autre partage. Euh, un autre partage dans lequel je vais chercher. Qu'est-ce que je vais chercher? Il me faut donc je vais chercher autre chose. Sur mon bureau, je vais chercher la chose suivante. Je vais chercher quelque chose sur mon bureau. Alors, voilà, je vais chercher ça. Et vous allez me dire si vous arrivez à visualiser ce que je viens d'ouvrir. J'attends qu'il charge le fichier. Voilà. Est-ce que vous voyez un tableau qui est devant vous? Est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est lisible ce tableau? Vous voyez quelque chose que je viens d'afficher là? Là, on voit juste le Non, on fichier. voit pas, on voit juste votre bureau. Ah, ah, d'accord. Je vais relancer encore le partage. Et là, vous me dites si vous le voyez. Oui, c'est bon. Vous voyez ça. Très bien. Alors, regardez ce que je vais noter. Je vais noter la chose suivante. OK. Vous voyez donc le premier tableau, et ce tableau, c'est ça. Vous avez en colonne deux pays. On va dire N comme le nord, S comme le sud, et quelquefois je le note N étoile comme l'étranger. Ça, c'est deux pays. Et vous avez ces deux pays, ils s'échangent deux biens, B1 et B2. Voilà les deux biens. Et euh, on a maintenant, ceci s'appelle un modèle dans mes notations seulement, pas dans les livres. McCrick 221. Ça veut dire le modèle des avantages comparatifs de Ricardo à deux pays, deux biens et un seul facteur. Voilà les deux pays, N et un étoile. Et si je les appelle nord et sud, deux biens B1 et B2, ça peut être n'importe quel deux biens. Vous avez vu ce que j'ai dessiné là, ce que je dessine là à la main, vous le voyez? Oui, Un année. Très bien. Et donc, à l'intérieur, vous trouverez le facteur qui est un seul facteur. Un seul facteur, n'est-ce pas, de production.
P rond, pour moi, dans mes notations, dorénavant, rappelez-vous, c'est la production. D'accord? Un seul facteur de la production qui est toujours le travail. L, c'est la notation de travail. Vous le savez depuis la première année. L comme labor, n'est-ce pas? C'est le travail, c'est-à-dire la quantité de travail nécessaire pour fabriquer une unité du bien. Je le réécris ici. Le facteur, donc le L, si on dit L, euh, euh, on va la noter ici, A1. Ici, ça va être A1 étoile. Ici, c'est A2. Ici, c'est A2 étoile. Avec A1 ou AI, c'est la, la quantité de travail nécessaire pour fabriquer une unité du bien I dans ce pays. AI étoile, c'est la même chose pour le pays N étoile. Donc, rappelez-vous ceci. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez compris ça, s'il vous plaît? Oui, Très bien. Si je dis, dans mes notations toujours, les pays sont en colonne, les biens sont en ligne. Si je donne un tableau qui s'appelle 2, 4, 3 et 12, vous devez avoir tout compris de ce modèle. Ça, c'est un pays. Ça, c'est l'étranger de ce pays. Ça, c'est le premier bien. Ça, c'est le deuxième. Rien qu'avec ça, on a déjà construit un modèle et sur lequel on apprend tout ce qu'a dit Ricardo et on apprend tout ce que disent les défenseurs du libre-échange aujourd'hui uniquement avec ces 4 chiffres. Et donc, il faut bien les maîtriser, ces 4 chiffres. Donc, qui est-ce qui peut me dire que représente, vous voyez, ce tableau-là, c'est celui-là. 2, 4, 3, 12. Que veut dire, qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire 4? Que représente le 4? que dans le bien 2, il y a Non, pas dans le bien 2. En français, on parle. Pour le bien 2, pas dans le bien 2. pour le bien 2, il y a Je te ah, conseille de commencer par dire dans le pays avant de dire pour le bien. Ça dans va le mieux comme ça. dans le pays pour le bien N, dans le de pays lequel? dans le pays N Très bien. pour le bien 2, Oui. il va y avoir 4 quoi? 4 unités 2. euh, du bien 2. Non.
Tu vois ce que Non, c'est j'écris 4 ans ici? de travail pour produire une unité du bien. Ah, c'est mieux. Qu'est-ce qui vient de corriger là? C'est Antonin. Antonin, je te remercie. Alors, maintenant que tu l'as corrigé, Antonin, tu le laisses finir sa phrase maintenant, s'il tient compte de ce que tu viens de corriger. Euh, donc, donc ça serait du bien. Mm. Enfin, 4, ça serait la quantité de travail, c'est ça? Oui, Ok. bah, fais-moi une belle phrase maintenant que Antonin a rectifié. Oui, du coup, dans le pays N, Très bien. pour le bien 2, on va Et avoir 4 quantités de travail nécessaires pour fabriquer une unité du bien de 2. ce bien premier, De, de ce de bien ce bien. un, 2 plutôt, du bien 2, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que quelqu'un peut, puisque la première tentative que vous venez de faire, la phrase, elle est un peu concassée, n'est-ce pas? Essayez de me la faire bonne cette fois, une belle phrase. Mais l'idée que tu viens de faire après la correction d'Antonin, elle est bonne. Maintenant, la phrase, elle est un peu mal cousue. Essayez de la faire une belle phrase bien soutenue, si vous voulez. Qui est-ce qui s'engage pour faire la même chose, mais avec une phrase bien ficelée? Ou toi-même, si tu veux réessayer. Qui est-ce qui peut reprendre une phrase, la même idée qui était bonne, là, que vous venez de faire, mais avec une phrase bien soutenue, une phrase solide, qui n'est pas hésitante. Alors, qui est-ce qui tente? Antonin, tu peux essayer? Moi, en fait, je suis dans le TER, du coup, j'ai pas trop. Ah, tu es dans le TER? Ouais, c'est pour ça. Tu es à Mais quelle station? Tu es déjà à quelle station? là, je vais arriver à Melun dans 15 minutes, je pense. Ouais, bon, c'est la Mais du coup, technologie. je sais pas trop. C'était quoi que vous Bon, avez dit qu'il écoute, fallait. quelqu'un C'était d'autre qui serait chez lui ou déjà à Melun. Eh bien, je vais la faire moi-même. C'est mieux. Donc, le chiffre 4 représente la quantité de travail nécessaire pour fabriquer une unité du bien 2 dans le pays N. C'est tout. 4, c'est la quantité de travail nécessaire pour fabriquer une unité du bien 2 dans le pays N. Qui est-ce qui peut me dire que représente 3? Ah bah ça, du coup, je peux le faire. Je t'en prie, même si tu es encore dans le RER. Alors, dans le pays S, il faut 3 heures pour S, produire. quel S? Ah, S, oui, du sud, B, si tu Ah veux. ouais, je suis là. Non, Ouais, mais dans c'est le pas grave. pays S S, ou N étoile, c'est pareil. il faut 3 heures pour produire une unité du bien. Très bien. Alors maintenant, regardez bien, Antonin. Je n'ai pas parlé d'heures ici. J'ai parlé de quantité de travail qui peuvent être des heures. Ah oui, je me référais au TD parce que sur le TD, il y a écrit heure. Je t'en prie. Donc, c'est des quantités de travail. Ça peut être des heures comme ça peut être des hommes ou des femmes, n'est-ce pas? On ne précise pas tout de suite, mais des quantités de travail. Donc, 3, c'est la quantité de travail nécessaire pour fabriquer une unité du bien 1 dans le pays N étoile ou dans le sud, comme tu le vois sur le TD. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est très important. Là, on n'a pas fait de théorie, là, hein. On a juste dit comment le modèle le modèle de avantages comparatifs
de Ricardo, de quoi il part? Quelles sont ses prémices, si tu veux? Ses prémices, c'est que il part de ces données-là comme étant des données ou des hypothèses. Alors, euh, parmi ces hypothèses, il y a cette question de un seul facteur de production qui est le travail. Ça, c'est pas seulement une hypothèse, mais c'est en plus, c'est plus qu'une hypothèse, c'est une théorie carrément. Cette théorie s'appelle la théorie de la valeur travail. Dans mes notations, même dans les examens, je ne vous dis pas ce que c'est. TVL, c'est la théorie de la valeur travail. OK? Ça veut dire que les modèles classiques, qu'ils soient de Smith ou de Ricardo, ils sont classiques, c'est si et seulement si ils adoptent cette théorie de la valeur travail. Qu'est-ce que ça veut dire, la théorie de la valeur travail? Est-ce que quelqu'un peut rappeler qu'est-ce que ça veut dire la théorie de la valeur travail? Parce que je voulais expliquer en première année. Il me semble que c'est quand le travail il va créer de la richesse. Oui, c'est qui parle? C'est Ismaïl. Et je t'en prie, Isma, continue. Et que... J'appelle Isma parce que mon fils s'appelle Ismaël et je l'appelle Isma. Même s'il est Non, il n'y a grand, pas de problème. même Et s'il est du coup, grand, je le vois encore petit, je l'appelle Isma. et que Vas-y, Isma. du coup, je disais que euh, le travail il crée de la richesse. Très bien, Et cette richesse, ça peut donner de la valeur aux biens. très bien. C'est un peu ça, mais je vais le dire d'une autre façon. Je crois que tu as retenu l'essentiel. Et Mais quelqu'un d'autre veut améliorer ce que vient de dire Isma? oui, c'est la... Moi, je peux Je vous en dire, prie. je crois que la théorie de la valeur de travail est une Valeur thé- travail, pas la valeur de travail. ouais, La valeur de valeur de travail, travail. c'est... Non, attention, la valeur de Ok. travail, c'est une autre philosophie, une autre théorie. Attention. La valeur travail et la valeur du travail. Ce sont deux domaines, des théories dans deux domaines différents. Mhm. Et du coup, je Continue. crois que si la valeur d'un produit dépend de la Très quantité bien. de travail nécessaire Ah, pour le très bien. fabriquer. Ça, c'est beaucoup plus précis. Qui est-ce qui vient de parler? C'est Vanilla. Ah, écoute, ça ne m'étonne pas de toi. Écoute, c'est très bien. Je rappelle, je ne dis pas qu'Isma, c'était faux, mais toi, c'est plus limpide. La théorie de la valeur travail, elle dit que la valeur d'un bien dépend de combien de travail il demande pour être fabriqué. S'il demande plus de travail, il doit avoir plus de valeur. S'il demande moins de travail pour le fabriquer, il doit être moins valorisé par les gens, par les consommateurs ou par le marché, n'est-ce pas? Donc, la théorie de la valeur travail dit que un bien a plus de valeur s'il demande ou il nécessite plus de travail pour le fabriquer. Je viens de répéter de manière un peu étendue ce que tu viens de dire. Euh, vous vous rappelez de ça l'année dernière ou pas? J'ai insisté dessus, non? Vous vous rappelez? Oui, moi je m'en souviens, on en avait parlé de ça. Et je vous ai dit aussi que c'est une théorie, bien sûr, elle est plus de cours aujourd'hui. Aujourd'hui, cette théorie-là n'est plus de mise. Elle n'est plus adoptée par les économistes. Est-ce que vous pouvez me rappeler pourquoi? Et Elle maintenant, n'est normalement, c'est uniquement l'offre et la demande.
Très non. bien, très bien, très bien. Parce que cette théorie de la valeur travail, elle ne tient pas compte de l'offre et de la demande. Et quelle est la théorie qui l'a remplacée, Antonin? Ou Vanilla? Ou Isma? Bon, j'ai dit elle n'est plus de mise. Donc, elle a dû être remplacée par une autre théorie de la valeur. Laquelle? Voilà ce que j'appelle, avant de faire le modèle, avant de faire l'économie internationale, vous devez rappeler les contextes théoriques, historiques, intellectuels dans lesquels est apparue une théorie. Il n'y a pas une valeur utilité. Très bien, Thomas. Très bien, Thomas. Tu peux développer un petit peu? D'abord, Euh, je te remercie. le C'est tout à travail fait ça. qui est fait pour un objet, mais c'est l'utilité que l'objet procure. Très bien. Pour la personne qui veut l'acheter, n'est-ce pas? Un bien a d'autant plus de valeur qui contient de travail. Ça, c'est pour les classiques. Donc, qui dit classique dit théorie de la valeur travail. Mais qui n'est plus de mise aujourd'hui. Par quoi est-elle ou a-t-elle été remplacée? Par la théorie de la valeur utilité, comme vient de dire Thomas. La théorie de la valeur utilité, elle dit qu'un bien a d'autant plus de valeur qu'il a d'utilité dans les yeux de celui qui veut l'acquérir. Ça veut dire, vous et moi, on n'accorde pas la même utilité pour un bien. Il ne nous sert pas autant l'un que l'autre, que pour l'autre. Et donc, il n'a pas la même valeur dans les yeux de chacun de nous. Et quand on raisonne comme ça, on raisonne en, en néoclassique. Qui dit néoclassique dit qu'on adopte quoi, Thomas? Qu'est-ce qu'on La adopte? La valeur théorie de la utilité. valeur? Théorie de la valeur utilité. Très bien. Donc ça, vous voyez, on n'est pas en train de faire le modèle de Ricardo, mais on est en train de rappeler le contexte intellectuel dans lequel il est apparu. C'est très important. C'est extrêmement important. Donc, euh, vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai parlé des théories générales de commerce international, la première, c'est classique, les classiques, et les deuxièmes sont les néoclassiques. Eh bien, on passe de l'un à l'autre en changeant de théorie de la valeur. Quand on a adopté la théorie de la valeur utilité, on a abandonné le modèle de Ricardo et le modèle de Smith. On est passé au modèle d'Escherolin. Mais en économie, quand on adopte une nouvelle théorie, l'ancienne n'est pas jetée par-dessus bord. Elle a encore un intérêt. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans ce premier TD. Donc, est-ce que vous avez compris tout ça avant que je passe à autre chose? Je vais changer de page. Est-ce que vous avez une question? Je vous laisse réfléchir. Je vais boire un peu de sirop pour ma...
Alors, vous êtes toujours là? Oui, Alors, est-ce que vous avez une question à me poser? Parce que je vais passer à autre chose. Pour que non, moi c'est bon. lorsque vous regarderez cette vidéo, ça vous permet un peu de situer parce que je vais effacer tout ce que je viens de faire et je vais reprendre tout ça pour parler d'autre chose. OK? OK. Donc, je reviens ici. On a un modèle N nord et sud ou N et N étoile si on est dans le cas général. Dans mes notations, N représente une nation ou un pays. N étoile représente le reste du monde par rapport à ce pays. Et là, vous avez les deux biens. Vous avez donc dans cet exemple 2 et 4, 3 et 12. Donc, avec ça, on va essayer de voir la question du commerce international. C'est quoi la question que se posent les théories du commerce international? Elles se posent une question très simple. C'est de savoir est-ce que ces deux pays N et N étoiles ont intérêt à échanger entre eux, c'est-à-dire que l'un achète tout ou partie de ses besoins en bien un dans l'autre pays. Ou a-t-il intérêt à ne rien acheter de ce bien dans l'autre pays? Donc la question que l'on se pose, c'est la question un. Est-ce que le pays a intérêt à échanger avec l'autre pays? Et, euh, et pourquoi? Ceci s'appelle, nous verrons que dans la suite, ça s'appelle euh, la recherche, on essaie de comprendre quel est l'avantage pour un pays à s'ouvrir aux échanges. La question centrale des théories du commerce international, c'est de dire pourquoi un pays a-t-il intérêt au libre-échange? A-t-il intérêt à s'ouvrir au, à l'échange international? Donc, c'est ça la première question que se sont posées ces théoriciens, Smith ou Ricardo. Il y en a d'autres avant eux, n'est-ce pas? Alors, quelle est, d'après vous, euh, la réponse à cette question dans le pays N? Est-ce que vous avez compris ma question? Ou dois-je la reprendre? Vous pouvez un peu répéter votre question, monsieur? OK. Euh, selon cette disposition de ce carré 2, 4, 3, 12, est-ce que le pays N a intérêt à acheter un des deux biens au pays N étoile? Et est-ce que le pays N étoile a intérêt à acheter un des deux biens au pays N? Et en d'autres termes, est-ce que les pays ont intérêt à s'ouvrir aux échanges mutuels? Selon moi, le pays N étoile, il devrait acheter du produit 1, et le pays N, il n'a pas besoin d'acheter d'autres produits au pays N étoile.
Explique un peu, Antonin, ce que tu viens de dire, parce que peut-être tu es encore en train de marcher. Ouais, exactement. Ouais. Ça se En fait, voit. je Oui. disais que le produit N étoile, comme il prend trois unités Non, 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 non. Le pays N étoile, c'est pas le produit. ouais, le pays N étoile, comme il prend trois unités de travail à produire le bien et que l'autre pays, il en prend que deux, bah, Oui. faudrait lui acheter. Mais par contre, le pays N, comme il prend à chaque fois moins d'unités de travail à produire les deux biens, bah, il n'a pas d'intérêt à acheter des produits chez le pays N étoile, je pense. Alors, je résume ce que tu viens de dire pour tes camarades et tu me dis si tu résumes bien, si je résume bien ton idée. Ok. D'après Antonin, le pays N n'a aucun intérêt à acheter quoi que ce soit au pays N étoile. Est-ce que je résume ce que tu viens de dire? Ah ouais, c'est ce que j'ai dit. Après, j'ai quand même un doute parce que en soi, il pourrait les acheter, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment rentable, quoi. Il n'y a pas de doute. Le pays N étoile n'a pas intérêt à acheter quoi que ce soit au pays. Le pays N n'a pas intérêt à acheter quoi que ce soit au pays N étoile. Ah ouais, bah, j'ai bien compris alors. Donc voilà. Et je demande à tes camarades, est-ce qu'ils sont d'accord avec ton idée, avec cette idée? Qui est-ce qui serait d'accord? Qui est-ce qui ne le serait pas? Euh, Moi, je suis un peu contre. Parce que si on se base sur les théories classiques du commun international de David Ricardo et Ahmed Smith, ben, ils disent que malgré l'avantage qu'un pays a à comparer à un autre pays, ben, ils ont quand même intérêt à échanger. Donc, je sais pas si. Donc, c'est pour ça que je m'appuie là-dessus pour dire que même Et tu si. t'appuies sur quoi en disant ça? Ben, sur les théories classiques du commun international de Adam Smith et David Ricardo, selon lesquelles Et les pays que ont. tu retiens d'où? Du Ben, lycée. par exemple, sur l'avantage comparatif de David Ricardo, ben, Oui. il disait que les pays ont intérêt à échanger. Euh, Qu'est-ce qu'il disait? Malgré la remarque d'Antonin. Oui, je Ça, suis leur mode d'entonnoir. Si je me base sur les théories, si la théorie de l'avantage comparatif de David Ricardo, oui. voilà, voilà. Donc, d'un côté, ce qu'a dit Antonin est juste. Mais tu viens rajouter que, d'après Ricardo, ce n'est pas une raison pour que le pays N n'achète rien au pays N étoile. Donc, Oui, c'est ça. d'après Antonin, N n'a pas intérêt à acheter quoi que ce soit au pays N étoile. Mais tu dis que Ricardo dit que non. N étoile a intérêt à acheter des choses chez N étoile. Donc, au moins, euh, on va dire, l'idée d'Antonin, c'est que elle est facile à justifier. Pourquoi N n'a pas intérêt à changer avec N étoile? C'est parce qu'il produit tout moins cher que lui. Il produit le bien 1 moins cher que N étoile, puisqu'il lui nécessite seulement 2 unités de travail au lieu de 3. Pourquoi va-t-il acheter le bien 1 au pays N étoile là où il coûte plus cher? Et, le, et pareil pour le bien 2. N n'a pas intérêt à acheter le bien 2 au pays N étoile, puisqu'il le produit chez lui moins cher que en N étoile. Donc ça, c'est l'idée d'Antonin. Est-ce qu'on a bien résumé ton idée, Antonin? Ah oui, c'est exactement ça, ouais. Très bien. Donc, cette idée que N n'a pas intérêt à acheter quoi que ce soit chez N étoile s'appelle la théorie des avantages absolus de Adam Smith.
pouvez l'appeler la théorie d'Antonin si vous voulez. Mais sauf que Adam Smith l'a deviné avant Antonin. C'est quoi un avantage absolu? C'est quand tu compares les petits AI et AI étoile pour un bien I. On voit bien que N a un avantage dans la production du bien 1, mais aussi un avantage dans la production du bien 2 par rapport à une étoile, parce que il le fait à moindre coût en travail. Ceci s'appelle les avantages absolus. On dit que N a un avantage absolu dans les deux biens, c'est-à-dire N a un avantage absolu un avantage absolu dans la production des deux biens. Des deux biens, ça veut dire B1 et B2. Il a un avantage absolu, c'est-à-dire par rapport à une étoile. Ceci en soi est une théorie. Je dis bien TAA, théorie des avantages absolus. Elle est, elle a été proposée par Adam Smith. Donc, selon Adam Smith, le pays N n'a pas intérêt à acheter quoi que ce soit au pays N étoile parce qu'il est meilleur que lui dans les deux biens. Donc, la théorie des avantages absolus d'Adam Smith ne recommande à un pays d'échanger que lorsqu'il y trouve un avantage absolu. Ça veut dire que la théorie des avantages absolus d'Adam Smith ne recommande pas le libre-échange tout le temps. Ça veut dire que si, par exemple, euh, on avait à la place de 12, on avait 2, par exemple, ou à la place de 3, on avait 1, supposons que à la place de 3, on avait 1. Dans ce cas-là, le pays N étoile aurait un avantage dans le bien 1 et le pays N aurait un avantage dans le bien 2. Dans ce cas-là, selon la théorie des avantages absolus d'Adam Smith, le pays N achètera le bien 1 au pays N étoile et, il vendra le bien 2 au pays N étoile. Il y aura un échange mutuellement avantagé pour les deux. Ça veut dire que dans ce cas-là, si à la place de 3, on avait 1, alors le pays N se spécialisera dans le bien 2 et le pays N étoile se spécialisera dans le bien 1. Et dans ce cas-là, la théorie des avantages absolus nous dit qu'il y a un, qu'il existera un échange ou un flux d'échange entre les deux pays uniquement lorsque, Uniquement lorsque, enfin, les deux pays échangeront lorsque, dans la production de biens dont ils ont un par rapport à l'autre avantage pays, incontesté dans la production d'un bien particulier par rapport à l'autre pays. dans l'autre pays. Voilà. Voilà.
Et donc, ceci, c'est ce qu'on appelle la théorie des avantages absolus. Eh bien, la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, elle s'oppose à la théorie des avantages absolus de Adam Smith. Ça veut dire que Ricardo va dire que un pays ou deux pays a toujours un avantage à l'échange, même s'il a un ou s'il a des avantages absolus dans la production des deux biens, comme le comme N, le pays N, dans cet exemple. Dans cet exemple, le pays N a un avantage absolu dans les deux biens. Eh bien, Ricardo dit que malgré ça, il a intérêt à échanger un des deux biens auprès du pays N étoile. Donc, ce qui est important, très important à comprendre ici, c'est que un pays a toujours un avantage, même s'il est un avantage à l'échange, même s'il a des avantages absolus dans tous les biens. D'où l'idée que le libre-échange est toujours avantageux, est toujours avantageux. Vous avez compris? Chez Ricardo, chez Smith, le libre-échange est avantageux uniquement lorsque le pays a des avantages, n'a pas des avantages absolus. Et chez Ricardo, le libre-échange est toujours bénéfique. Toujours. Vous avez compris? Oui, Mais sauf que, il faut le montrer. Est-ce que vous seriez capable de le montrer puisque vous l'avez vu au lycée? Je pense que Alain se rappelle vaguement que vous l'avez vu au lycée, puisque tu l'as dit tout à l'heure, Alain, n'est-ce pas? oui. Est-ce que tu peux trouver le fil conducteur de la démonstration?
pourquoi le pays N, qui a un avantage absolu dans les deux biens, a quand même intérêt à abandonner l'un des deux biens au pays N étoile et l'acheter chez lui et ne faire que l'un des deux biens. Je ne vois pas trop bien, mais je crois que c'est un rapport avec le coût de production. C'est Donc, sûr, plus. c'est sûr, c'est sûr. euh, Mais ça, donc, je vous demande d'y réfléchir, réfléchir très très bien pour la prochaine fois et partir uniquement de ces quatre valeurs, pardon, 2, 4, 3, 12, et montrer pourquoi le pays N, qui a un avantage qui est meilleur dans les deux biens que le pays N étoile, il a quand même un avantage de ne faire que l'un des deux biens et d'acheter l'autre dans le pays N étoile. Et je vais donc vous laisser là jusqu'à vendredi prochain, où je serai, je pense, rétabli et je serai en présentiel avec vous. Claro? Bon, bah, de temps, monsieur, à vendredi. OK. Non, à mercredi, Antonin. Ah oui, ok, mercredi, vous serez en présentiel. Ah, en cours, oui, j'espère. Je ne serai pas mort d'ici là. Bon, bah, ok, super, mercredi. OK. Mhm.